Je vais commencer tout d'abord, passer la parole à Denis Courteau. Et les personnes se présenteront au fur et à mesure. Alors, donc, Denis Courteau qui va intervenir, directeur général de l'établissement public d'aménagement de Seine-Aval. Directeur de l'aménagement, excusez-moi. Mon directeur général va venir, alors... Jérôme Nicot, directeur de l'innovation et des grands projets chez Pichet. Et Théodore Badia-Berger, qui est responsable de cabinet architecte Badia-Berger. Voilà, je vais passer directement la parole à Denis Courteau. Merci Benoît. Bien. Donc, comme il vous l'a dit, je m'appelle Denis Courteau. Donc, directeur de l'aménagement de l'EPAMSA. Et en fait, on voulait vous présenter aujourd'hui un peu la méthodologie un petit peu particulière que nous avons mis en place pour intervenir sur une opération d'un quartier d'activité. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le terme de quartier d'activité et non pas de zone d'activité. On vous l'expliquera au fur et à mesure pourquoi. Et plutôt que de se lancer dans un système un peu classique de consultation sur un programme prédéfini, nous avons voulu lancer un appel à idées pour laisser la libre imagination des opérateurs privés, donc un parfait assemblage entre privé et public, pour arriver sur un projet qui serait un peu la locomotive de l'esprit que nous voulons développer sur ce secteur de Montilneva Park. 2 mots pour vous rappeler ce qu'est l'EPAMSA, mais je pense que tout le monde ici connaît l'EPAMSA, donc l'établissement public de l'aménagement du Mantois Seine-Aval, ce qui intervient sur un large territoire de la vallée de la Seine, 51 communes, 400 000 habitants, 400 km². Donc avec un fil linéaire qui est, quand on est poétique, la Seine, quand on est plus pragmatique, c'est plutôt l'autoroute A13 et les lignes de chemin de fer. Territoire qui va depuis Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, jusqu'aux portes de la Normandie, jusqu'à Bonnières, en passant par les Mureaux, en passant par Mantes-la-Jolie, enfin le Mantois de manière générale. Donc nous allons parler aujourd'hui de cette opération qui se trouve sur le Mantois, le quartier d'activité, quelques chiffres. 58, des fois on dit 60 hectares de terrain extrêmement bien situé, en plein cœur de l'agglomération, au débouché de la dernière sortie de l'autoroute 13 avant le péage de Buchelet, donc la sortie 13, donc une accessibilité assez extraordinaire, et situé à moins de 1,5 km de la future gare Éole. J'appelle plutôt ça la tête de ligne de Éole plutôt que le terminus. C'est quand même beaucoup plus positif pour montrer qu'effectivement on est sur ce secteur-là, avec donc déjà des grandes signatures qui se sont installées sur ce territoire, puisque les pompes Sulzer, qui est une filiale de Sulzer, grand groupe suisse, est installé ici. Historiquement, Sulzer était un des plus gros employeurs du Mantois, et vous voyez la première localisation sur le secteur. Donc après avoir lancé un certain nombre d'opérations de commercialisation un peu classiques, on est parti sur le principe de l'appel à idées, et sur un macro lot entre 4 et 5 hectares. Donc vous voyez, donc non défini, puisque c'est un peu le principe, justement, c'est trouver la taille optimum en fonction du projet et non pas figé dans un canevas assez précis. Et un travail un peu particulier, puisque ce n'était pas juste un simple concours, mais vraiment un travail réitératif entre plusieurs partenaires. Et nous avons retenu le meilleur, mais je lui passerai la parole après. Et vous voyez donc le travail réitératif de workshop, d'atelier de travail qu'on a réalisé. Et c'est vrai que la démarche a été assez longue et fructueuse, puisqu'en fait ça a duré un peu plus d'1 an avant d'arriver au jury qui a eu lieu en bas à droite, devant des élus et devant des acteurs économiques locaux. On tenait énormément aussi à ce que le tissu économique local de Seine-Aval soit complètement impliqué dans ce système-là. La thématique, c'était donnez-nous des modes de construction et de modes de vie pour de l'activité d'aujourd'hui et pour demain, c'est-à-dire de permettre en fait d'avoir une évolutivité qui permettra de monter en gamme au fur et à mesure sur cette programmation. C'est pour cela d'ailleurs que le territoire, on est parti sur un macro lot sans avoir aucune idée préconçue, et je dois avouer qu'on a été agréablement surpris par l'approche très novatrice qui va vous être présentée tout à l'heure,
complétée par des partenaires aussi novateurs. Et dans le cahier des charges de cette consultation, on demandait à ce que des équipes soient constituées, principalement des acteurs économiques, mais aussi donc d'architectes connaissant parfaitement la problématique de l'activité. Voilà, je crois que notre temps est très compté, donc je passe la parole maintenant à Jérôme. Merci Denis. C'est bien ça, hein. Alors effectivement, c'était une démarche d'appel à projet particulièrement intéressante parce qu'elle nous permettait de réfléchir à plusieurs échelles, hein, l'échelle de l'aménagement, l'échelle du bâtiment et même plus largement l'échelle du territoire. Notre démarche, finalement, elle a reposé sur plusieurs réflexions. La première, c'est finalement qu'est-ce qu'un parc d'activité, qu'est-ce qu'un quartier d'activité de nos jours, qu'est-ce que ce sera dans quelques décennies, quelles sont les aspirations des salariés, des chefs d'entreprise à venir dans un parc d'activité chaque matin, que peut-on proposer d'autre que des boîtes dans des boîtes. Donc c'était évidemment un premier axe de réflexion structurant. Le deuxième, un petit peu plus large, et quand nous avons commencé à thématiser notre projet, nous sommes assez vite arrêtés sur le thème de l'alimentation, qui est un thème qui aujourd'hui préoccupe tous les citoyens. Au même titre que le développement durable, les aspirations sont de plus en plus fortes sur le bien manger, la consommation bio, locale, la traçabilité, la qualité des aliments. Et donc nous avons cherché à trouver des solutions innovantes et puis qui pourraient nous intéresser pour ce parc d'activités en particulier. Alors nous avons aussi tout simplement regarder par la fenêtre et regarder ce qu'était le territoire du Mantois, qui est à 80% un territoire agricole, alors largement dominé par les grandes cultures céréalières aujourd'hui, mais ce ne fut pas toujours le cas, puisqu'il y a une tradition maraîchère qui subsiste encore par endroits. Suivante. Tu connais pas les chiffres par cœur ? Si, mais bien entendu, mais j'ai pas d'œil dans le dos. Cette aspiration qu'on retrouve en France et sur le territoire du Mantois, nous nous sommes rendus compte que finalement il y avait assez peu de réponses aujourd'hui qui existaient. Ces chiffres les illustrent, et malgré cette forte demande sur le thème de l'alimentation. Suivante. Alors, il se trouve que notre groupe développe actuellement un premier projet d'aquaponie au Havre, sur la presqu'île du quai Frissard. Et nous sommes... Donc l'aquaponie, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, c'est en fait un alliage de l'hydroponie, donc la culture hors sol, et de l'aquaculture, donc l'élevage de poissons. Et donc, en quelques mots, cela consiste à élever des poissons pour la consommation de tous les jours dans un environnement contrôlé et de qualité, et d'utiliser les rejets d'eau usée pour enrichir, là aussi, avec une qualité particulièrement contrôlée, la culture hydroponique. Donc, on s'est dit... Et on a quelques exemples à vous montrer et une démonstration par la suite en contactant nos exploitants. Pourquoi pas ici ? Et puis la permaculture, on va le voir qu'il est plutôt une thématique de pleine terre. Alors quelques exemples. On a voyagé aussi pour répondre à cette consultation. Parfois, les concours permettent de voyager. Alors, vous avez sous les yeux un exemple qui est à Bruxelles, que je vous invite à visiter, si vous pouvez. C'est BIGH, Big Farm, qui sont des exploitants donc hors sol. En fait, c'est exactement ce que l'on veut faire sur une partie du projet, c'est-à-dire allier aquaponie et culture hors sol. Dans l'exemple donc bruxellois, il y a 2000 m² de culture hydroponique sous serre sur le toit d'une halle alimentaire, d'un marché en fait, et 2000 m² en terre sur le toit aussi, mais je dirais en plein air. Alors ça se visite, hein. Alors la partie aquaculture moins, parce que évidemment l'accès est un petit peu plus contrôlé pour des raisons sanitaires, mais je vous invite à
à visiter, c'est particulièrement intéressant. Alors d'autres exemples nous ont inspirés. Un exemple canadien à Montréal qui, à notre sens, en termes de modèle économique, est sans doute l'exemple le plus abouti. Donc les fermes de l'UFA, c'est 3 sites aujourd'hui. Celui que vous voyez à l'écran, c'est le premier site qui avait été construit sur un bâtiment existant. Les deux autres fermes qu'ils exploitent sont neuves en fait, ont été construites sur des bâtiments neufs en même temps que des bâtiments. Et on est là vraiment sur de l'agriculture hyper urbaine. On est dans la ville de Montréal pour les 3 sites et avec un système de paniers, un peu comme les AMAP que l'on peut connaître chez nous. Et chaque jour, 10 000 foyers reçoivent un panier qui est personnalisé parce qu'ils ont maintenant une quinzaine de légumes différents. Et donc un modèle qui fonctionne particulièrement bien et qui prouve qu'on peut le faire. Et puis un autre exemple, alors là, Bec des Luins dans les Hauts-de-France, là on est sur de la permaculture en pleine terre. Et là aussi, vous allez le voir dans le projet, on s'est inspiré en partie de cet exemple. Et puis avec l'aide de Merci Raymond, on a aussi évidemment approché l'écosystème local de cultivateurs, de producteurs, de distribution. On s'est rendu compte qu'il existait, en le questionnant on s'est rendu compte qu'il était motivé, mais qu'aujourd'hui il n'était pas très structuré et que notre projet, ce lieu, pouvait apporter une réponse pour la structuration de la filière biologique et de consommation locale. Et donc c'est ce qu'illustre ces quelques planches. Alors j'ai un petit peu, j'espère, je vous ai mis l'eau à la bouche. Maintenant, je vais laisser Théodore vous présenter le projet. Alors le projet, on dit souvent qu'on appréhende les projets urbains dans leurs différentes échelles. Celui-là avait la particularité de se positionner, comme vous le voyez ici, en bordure immédiate de l'autoroute A13. Ça constitue évidemment un enjeu de visibilité, de signalétique important. Pour nous, c'était l'opportunité de communiquer au-delà du territoire local, à l'échelle nationale. On considère que les autoroutes dessinent un imaginaire collectif, un paysage commun au travers de la France. L'A13 en est un exemple parfait. Tout le monde connaît la centrale électrique de Porcheville comme des références, des balises le long de ces autoroutes qui racontent les territoires qu'ils desservent. Dans notre cas, cet enjeu était important. C'était l'occasion, au-delà d'Innova Park, pour le Mantois entier, pour cette entrée de l'Île-de-France, d'avoir un signal, alors un signal urbain, architectural évidemment, mais aussi un signal de projet, un signal de dynamique, un signal d'investissement qui constitue demain l'attractivité de ce site et incite les acquéreurs et les investisseurs à s'y implanter. Tout d'abord, la question architecturale. La question architecturale, évidemment, on voit sur le toit de ces bâtiments, enfin ces grands espaces d'activité coiffés de serre, cette architecture questionne. Alors on a travaillé en association du début à la fin de cette opération avec l'agence Illy Melgo et Valérie Amalric qui est ici, qui sont aujourd'hui parmi les rares architectes qui sont spécialistes de fait de cette question de l'agriculture urbaine, des moyens de cette production et de ses formes. On voit ici l'exemple de la cité maraîchère de Romainville, aujourd'hui en chantier. Donc c'était pour nous aussi une démonstration, montrer que la question de l'architecture urbaine ne se résume pas simplement à des serres lambda, mais pouvait devenir le support d'un discours architectural et riche et qualitatif. Aussi, de même, on s'est associé à l'entreprise CMF, Cériste, issus initialement exclusivement du monde agricole, qui aujourd'hui ont su se déplacer jusqu'à des champs de l'architecture beaucoup plus innovants, beaucoup plus prospectifs, avec des serres sur des opérations d'équipement et autres. Et donc ça nous a permis de travailler au long de ces 9 mois, d'ailleurs ces 9 mois étaient importants pour le faire bien, on nous a permis de travailler une réponse qui trouve une cohérence économique et une écriture architecturale qui nous satisfasse. Ensuite, par rapport à la question du site à proprement parler, on a parlé d'un macrolot, mais ce macrolot s'insère dans un projet urbain plus vaste, celui d'Innova Park, qui vous a été présenté rapidement sur ses composantes, disons, économiques et d'aménagement, mais il y a aussi un plan directeur qui a été défini par l'agence Christian de Villers et Associés, et c'était pour nous un enjeu important de définir et de co-construire un plan
un plan de macro-lot qui n'entrave pas le développement futur de ce site. Donc c'est ce que présente ce document, c'est comment notre proposition s'est attachée réellement à amorcer la forme future dans la répartition des espaces ouverts, des espaces paysagers, des échelles construites, pour que demain, le reste du quartier puisse suivre de manière simple dans les tracés comme dans les volumétries. Alors évidemment, c'est un projet, qu'on connaisse les temporalités d'un projet comme celui-là, on connaît aussi les enjeux des premières phases, c'est l'objet d'un atelier voisin. Aujourd'hui, il y a une nécessité sur ce site d'annoncer le développement, de l'amorcer, là encore aux différentes échelles. La grande échelle, on a mis ici signifié cette volonté signalétique par une montgolfière, mais c'est vraiment la volonté dès demain de pouvoir annoncer l'arrivée d'un projet, mais de la même manière résoudre la question de l'échelle locale, de cette réappropriation par le riverain, par le voisin, et ça se fera pour nous par les usages. On a cherché à révéler, c'est ce que les tracés que vous voyez ici figurer sont les tracés historiques, hein, les tracés agricoles qui préexistaient à la période de grand remembrement qu'a connu ce territoire. Donc c'était une manière de redonner une échelle à ce site, de l'irriguer, et par des usages qui vont être de la promenade, du ludique, mais aussi, très tôt, ce que vous voyez figurer des jardins familiaux. Il y a eu ici une étude d'opportunité menée par Merci Raymond, qui conduit au dimensionnement d'une offre en jardins familiaux. On identifie une demande et on sait que c'est pour nous aussi le moyen dès demain de redonner ce site aux riverains et d'apporter des usages réels. Dans un second temps, les premières constructions. Donc là, ce mix entre activités, des locaux d'activité coiffés de serre. Donc c'est déjà la mise en place des premières circularités sur le site. On voit comment l'aquaponie va s'installer sur les toitures, cohabiter avec des espaces d'activité, ne pas là encore se gêner. On est dans des raisonnements, des fonctionnements qui sont maîtrisés. C'était là encore un sujet d'étude assez poussé. On avait, vous le voyez sur ce plan d'aménagement, une volonté affichée de limiter les réseaux et les voiries. Une bonne partie des équipements en surface sont perméables. C'était un autre enjeu. C'était vraiment pour nous. Alors, il a été dit qu'on était spécialiste des zones d'activité. Ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être notre chance. Parce que c'est un quartier d'activité. C'est un quartier d'activité. Donc on est venu chercher des architectes qui savaient faire autre chose et qui ne savaient peut-être faire que autre chose. Donc on a cherché à répondre vraiment différemment à ce niveau-là et tout ça toujours dans un souci de cohérence, notamment sur la question paysagère. On a voulu rompre avec la tradition du paysage d'agrément qui est coûteux pour en faire un paysage. Alors le terme est toujours facile, mais là c'est réel avec une exploitation en permaculture, un paysage qui soit comestible. Un paysage exploitable. On voyait avec l'exemple du mine de Lille la qualité paysagère que peut porter une exploitation en permaculture. Alors ce projet, c'est aussi à terme, on l'a dit, amorcer et accompagner le développement d'InnovaPark dans son ensemble et amorcer aussi également cette mixité à venir avec, ça a été dit, l'arrivée future en 2025 du RER Éole, à proximité du site, et donc une transformation de l'activité depuis une activité traditionnelle vers aussi du tertiaire. Et là, imaginez cette frange nord comme la réserve d'accueil de cette activité de demain qui viendra compléter le site. On a ensuite, on le voit ici, mais je vais laisser Benoît à côté de moi vous le présenter, une offre énergétique étudiée et affinée. On a vraiment approché cette question, ce projet sous le prisme de l'économie et de la résilience et de la circularité. Alors évidemment, sur des espaces comme cela, les complémentarités énergétiques peuvent être très intéressantes. C'est ce qui fait de ce projet également un objet pertinent et un objet d'étude intéressant. Donc voilà. Comme l'a dit Denis, le maître mot et le mot directeur était innovation, et à travers ce qui vient de vous être présenté, la partie énergétique était elle aussi importante, et dans aussi sa vision innovante. La recherche que l'on a fait, c'est de se dire, ben voilà, on a sur place certaines potentialités
comment on peut les utiliser au mieux, avec pour objectif d'essayer d'acquérir une autonomie énergétique du projet. Pour la partie, je dirais, chaleur, on va récupérer tous les détritus des activités d'agriculture et on va mettre en place une typologie de biomasse très novatrice et de la pyrogasification. Ce sera le deuxième projet en France qui l'utilise. Sa grande capacité, c'est de pouvoir utiliser, de brûler des matériaux qui ont plus de 50% d'hygrométrie. Et ça permet d'avoir une certaine rentabilité pour derrière faire de la chaleur, cette chaleur qui va notamment pouvoir chauffer les serres. Mais on a essayé de réfléchir dans un concept global et de mixité énergétique. D'un côté, cette création de chaleur, comme je viens de vous le dire, accompagné aussi de la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur les serres, donc de faire une création de production d'électricité locale avec l'environnement local et d'essayer justement de faire matcher la consommation par rapport à cette production et notamment d'y mettre des éléments de stockage notamment à travers des batteries de nouvelle génération qu'une de nos filiales du groupe est en train de développer, qui ne fait plus appel au lithium, mais ce sont des batteries zinc air, donc beaucoup plus favorables à l'environnement. Utiliser aussi les problématiques et les possibilités de stockage thermique pour justement rechercher toujours cette optimisation énergétique, sans oublier aussi, d'une part, le fait que sur ce projet, on aura différents modules et d'essayer toujours de rechercher comment un module qui utilise ou qui produit ou qui peut produire une certaine énergie, et je pense notamment à l'exemple que je citais de la chaleur des serres, la vapeur des serres, qu'on puisse la réutiliser, soit pourquoi pas faire de l'électricité directement, ou justement pour chauffer d'autres modules, toujours avoir cette recherche, et associer aussi à un tel projet, il y aura ce qu'on appelle de la mobilité douce, et aujourd'hui, la mobilité douce, notamment à travers les batteries qui sont dans les véhicules électriques, permet de faire du stockage. On a justement des innovations qui font que ce stockage, on peut l'utiliser soit pour les véhicules électriques, mais quand le véhicule électrique n'en a pas besoin, ce stockage peut aussi alimenter d'autres bâtiments alentours. Donc on a essayé de mettre en place des technologies innovantes dans un souci global, dans un souci évolutif, parce que c'était aussi l'une des conditions qui était posée par les PAMSA. Et puis, on ne s'interdit pas qu'aujourd'hui, un réseau va être créé sur cette parcelle, mais avec la possibilité, éventuellement, dans le futur, de pouvoir l'étendre et qu'il puisse alimenter des structures avoisinantes. Donc, on a essayé de se fondre un petit peu dans l'état d'esprit du projet tel qu'il vous a été présenté. Comme je le dis et comme ça a été présenté, à travers l'innovation, à travers une activité qui puisse permettre aussi d'être novatrice, mais de créer de la croissance, de l'activité, sans pour autant être en porte-à-faux et en concurrence avec l'agriculture existante, puisqu'on est dans une zone, le Mantois, où l'agriculture que l'on qualifie de traditionnelle était tout à fait présente. Alors oui, en termes de surface, pour vous répondre, on est sur 9000 m² d'activité, donc les bâtiments d'activité avec les serres sur le toit, et potentiellement donc jusqu'à 11 000 m² de bâtiments tertiaires. Donc on s'adresse aussi bien à des exploitants propriétaires qui peuvent acheter qu'à un système, je dirais, plus classique d'investisseurs-bailleurs. Évidemment, notre groupe ne s'interdit pas d'en faire partie. Voilà. Pour compléter la question, Nicolas, en fait, il y a toute une partie, qui est innovant dans le projet, c'est qu'il y a toute une partie active, le socle actif, qui est très large, sur lequel il y aura une partie éventuellement liée à l'alimentaire, mais il peut y avoir aussi d'autres activités qui peuvent venir s'inscrire en dessous des serres. Et c'est un petit peu cet élément, en fait, de synergie entre la partie purement alimentaire, mais il peut y avoir aussi des activités autres qui peuvent s'installer en rez-de-chaussée de cette partie culture. On a mis en place donc le partenariat, comme on vous l'expliquait. En fait, c'est un montage qui va être réitératif et qui va être en fait sur le long terme. La partie bureau, ne nous l'aurons pas, elle n'est pas pour tout de suite.
Mais par contre, la conception de ce macro-lot, qui s'inscrit encore une fois dans un quartier plus général, permettra en fait de faire une évolution au fur et à mesure de l'attractivité du secteur au fur et à mesure des années. Donc c'est pour ça qu'en fait, là aussi, dans le montage, c'est un partenariat long terme que nous mettons en place, nous et PAMSA, avec le groupe Pichet, de façon à avoir une espèce de sécurisation par rapport à un terrain qui va accueillir des choses qui est de plus en plus évolutif.